Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Première partie d'actualité, on va revenir sur les fiches S. Nous recevrons le sénateur André Reichart. Il y a 20 459 fichiers S en France. Il est jeune, 16 ans, alsacien, il affole les chronos des circuits de karting du monde. Il est vice-champion du monde de WSK, c'est Emilien Denner. Regardez cette femme, Marina Sakharov, elle est en route tout simplement aujourd'hui pour un titre de championne d'Europe depuis son combat gagné par KO. Célia, à voir, à faire, ça sera chef à bord. Ce sont les dernières images gastronomiques qu'on vous proposait. Avant cela, c'est le JT Anna Britz. Bonsoir à tous. Fin de la cavale pour Cherif Shekat. C'est hier soir, jeudi vers 21h, que la traque de l'auteur de l'attentat de Strasbourg a pris fin, avec la mort du suspect, abattu par les forces de l'ordre au niveau du 74, rue du Lazaret. Pendant 2 jours, jusqu'à 700 personnes ont été mobilisées pour le retrouver. Les opérations de recherche se sont concentrées sur le quartier du Neudorf, suite à plusieurs témoignages notamment. Alors qu'un hélicoptère survolait la zone dès le début de soirée, ce sont des policiers qui ont repéré le fugitif. Plus de détails tout de suite avec le procureur de la République de Paris en charge de l'enquête. 7 personnes sont actuellement en garde à vue. C'est comme je vous l'ai dit, une patrouille de police qui a remarqué à 21h, marchant rue du Lazaret, un homme, un individu, dont le signalement pouvait correspondre à l'auteur des faits. Celui-ci, qui a détecté la présence du véhicule de police, qui était un véhicule sérigraphié, a alors fait mine de rentrer dans l'immeuble situé au numéro 74 de cette rue. La patrouille a emprunté la rue du Lazaret en sens inverse afin de se rapprocher de lui. Les fonctionnaires ont alors remarqué qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte de l'immeuble et que sa tenue vestimentaire ressemblait à celle du signalement. Ils se sont alors signalés en faisant état de leur qualité de policier. L'individu s'est retourné, pointant son arme, semblable à celle utilisée mardi soir, dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière-gauche. 2 des 3 policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur. Et l'annonce de la mort de Cherif Shekat est intervenue alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était réuni avec les élus de la ville de Strasbourg pour déterminer les nouvelles conditions de sécurité du marché de Noël de Strasbourg. Marché de Noël qui a rouvert ce matin. Le ministre en a profité, vous le voyez, pour se rendre sur les lieux en fin de matinée afin de saluer les visiteurs et les forces de l'ordre entre la place Broglie et la place de la cathédrale. La réouverture du marché de Noël se fait néanmoins avec de nouvelles conditions de sécurité. Seuls 15 points d'accès à la Grande Île subsistent, vous le voyez, et les trams ne s'arrêteront plus au centre-ville pendant les heures d'ouverture du marché, soit entre 11h et 20h. On écoute le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce matin, j'ai entendu du soulagement, j'ai entendu du bonheur. J'ai entendu de la fierté pour nos forces de police, pour celles et ceux qui, inlassablement, pendant 48 heures, ont mené l'enquête, ont mené la traque, et qui continuent, parce qu'effectivement, l'enquête, la traque continue. Et je voudrais vous dire que ça n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici un homme qui a nourri en son sein le mal. Il a tué. Et au moment où je vous parle, je pense aux victimes, je pense aux blessés qui sont en train encore, dans les hôpitaux de Strasbourg, de se battre entre la vie et la mort. Je pense à leurs proches. Mais je pense aussi à la capacité de ce pays à savoir toujours redresser la tête. Je pense à ces commerçants qui sont là. Je pense à ces femmes, ces hommes, ces Strasbourgeois, ces invités de Strasbourg qui étaient sur le marché de Noël et qui montrent avec dignité cette volonté de ne jamais céder le pas face au terrorisme, face à celles et ceux qui, au fond, attaquent nos valeurs, notre République.
Et en ce moment même, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui est à Strasbourg. Il devait d'abord rendre hommage aux victimes place Kléber avant d'aller rencontrer leurs familles à la Cité de la musique et de la danse. Et le bilan de l'attentat s'est alourdi. Aujourd'hui, une 4e victime a succombé à ses blessures. Une personne reste en état de mort cérébrale, une autre est actuellement entre la vie et la mort. Et une dizaine de personnes, 10 personnes, sont blessées. Les obsèques d'une des victimes se sont d'ailleurs tenues aujourd'hui à la mosquée du quartier de la Méno. Cet homme franco-afghan avait été abattu rue des Grandes Arcades en présence devant sa famille. Et comment parler de ces événements aux enfants ? Plusieurs d'entre eux ont vu leurs cours suspendus ou ont pu être confinés à l'école. Cécile Motz a rencontré quelques parents, ça se passait hier à la sortie de l'école. Comment parler des attaques aux enfants ? C'est la dure tâche de chaque parent. Devant l'école du centre, à Illkirch, les réactions sont diverses. Pour les plus grands, c'est complexe. Avec les réseaux sociaux, les vidéos, il est important pour ces mères de famille d'en rediscuter avec leurs enfants. Mon fils m'a expliqué qu'il a rassuré une de ses camarades qui était en pleurs et qui ne voulait plus retourner au collège ce matin. On essaye de rassurer et eux-mêmes rassurent les autres enfants qui sont plus sensibles. Ils sont un peu plus grands, donc ils se rendent un peu plus compte des choses et de l'actualité. Ils regardent les infos comme tous les enfants de leur âge. Ils ont 11 ans et 13 ans. Donc je leur fais pas tout voir parce que moi en général déjà je regarde pas les infos à leur présence. On attend qu'ils soient couchés en l'occurrence pour regarder les infos. Mais là, maintenant, on était forcément obligés de leur expliquer, puisqu'au collège, on leur explique comment ça se passe. Pour ce père de 2 enfants, la priorité, rassurer. Ils ont 8 et 16 ans, et ils nous en ont parlé plutôt eux directement. On fait un peu comme d'hab quand on est parents. C'est vrai qu'on se débrouille un peu comme on peut en fonction de ce qui se passe, donc on essaye de faire au mieux. Dans un premier temps, essayer de les rassurer en leur disant qu'il y avait beaucoup de policiers sur le coup, que la personne allait être attrapée. Et on leur a essayé de répondre à leurs questions, surtout au niveau pourquoi ils ont fait ça, où est-ce que c'était, est-ce que c'est fini, ce genre de choses. Son fils n'a que 5 ans et pourtant il a voulu lui expliquer l'attaque de Strasbourg de manière simple. Il m'a posé aucune question parce que il n'était pas au courant. Je lui ai, je pensais qu'il risquait d'en parler parce que même s'ils ont que 5 ans à l'école, voilà. Donc j'ai préféré lui en parler vaguement, Voilà, je préférais qu'il l'apprenne de ma bouche. Non, je lui ai simplement dit qu'il s'était passé quelque chose de grave à Strasbourg et qu'on pouvait pas y aller pour le moment, tout simplement, sans rentrer dans les détails. Ne pas en parler ou au contraire les confronter à l'événement, plusieurs manières d'aborder les choses pour ses parents. Et en parler avec ses enfants, c'est aussi l'avis de ce psychologue que nous sommes allés rencontrer ce matin. Le sujet est déjà dans la bouche de tous ses patients. Est-ce qu'il y a un bon moment pour parler de ça à un enfant ? En fait, je pense qu'il faut lui en parler quand ça le concerne. Alors je prends l'exemple par rapport à cet événement dramatique, c'est qu'en fait les écoles ont fermé. Et donc ça concerne directement les enfants. Donc il faut leur expliquer pourquoi on ne fait pas ce qui était prévu. L'idéal, s'il y avait un idéal à ce sujet, ce serait de le laisser venir à nous. Et c'est là qu'il ne faut vraiment pas se dérober à son questionnement, parce que c'est important, ça veut dire que là il est en mouvement. Il faut essayer d'avoir des paroles vraies, c'est-à-dire utiliser les mots d'adultes. Quand on parle d'attentat, on utilise le mot attentat. Quand il y a le mot tuerie, on parle du mot tuerie et on lui met le sens. Et 3 jours après les attentats, la ville de Strasbourg a donc retrouvé un semblant de normalité ce matin avec la réouverture du marché de Noël. Après 2 jours de fermeture, Cécile Motz est allée à la rencontre des commerçants et des visiteurs. Il flottait comme un air de seconde inauguration au marché de Noël ce matin. À 11h, les volets des chalets se sont rouverts, un moment que les commerçants attendaient de pied ferme. Oui, il fallait, mais j'aurais préféré qu'ils rouvrent pas en fait, par rapport à l'ambiance. Voilà. Retour à la normale, non, il faut, mais non, on n'est pas revenu à la normale, on ne reviendra pas à la normale de toute façon, dans tous les cas. On est content d'avoir réouvert, même si on pense fort aux victimes et à tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. C'est normal que ça réouvre, on ne va pas se cacher dans la peur. Je pense qu'on veut continuer nos traditions et c'est important. On attendait impatiemment que la réponse soit positive pour la réouverture. Et ça y est, c'est une très 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 bonne chose. Après, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de personnes étrangères. Après, la population est quand même présente. On ne se laisse pas abattre.
Et les visiteurs n'ont pas boudé les allées, même si tous, strasbourgeois comme touristes, avaient en tête l'attentat, le mot d'ordre était plus fort, continuez. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que c'est quand même bien de marquer le coup et de dire, enfin de montrer qu'on peut toujours venir et qu'on peut continuer à venir profiter du marché de Noël, quoi. Il y a des forces de l'ordre un peu partout, et puis de toute façon, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire, et justement pour leur prouver qu'on est là et qu'on n'a pas peur d'eux. C'est une façon de soutenir, de montrer aux terroristes que non, on n'a pas peur, c'est tout. La vie continue. J'avais envie de montrer que c'est pas ça qui va m'arrêter de faire la magie de Noël. Il faut continuer. Le marché de Noël devrait se poursuivre presque comme avant jusqu'à fin décembre, car de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place. Les chalets seront ouverts de 11h à 20h tous les jours et seuls 15 points d'entrée au lieu de 19 permettront désormais d'accéder au centre-ville. Et pour clore cette page consacrée aux suites des attentats de Strasbourg, sachez qu'un collectif d'associations appelle à un rassemblement pour rendre hommage aux victimes. Cela se passera dimanche à 10h30, place Kléber, à Strasbourg. Et dans le reste de l'actualité, mardi matin, les habitants de Herlisheim découvraient le cimetière juif du village saccagé. Le mur d'enceinte et 37 stèles ont été taguées avec des graffitis antisémites et des croix gammées. La profanation de ce cimetière datant de 1895 intervient 3 ans après celui de Sarre-Union. Une cérémonie de recueillement s'est tenue ce matin en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et on écoute tout de suite le grand rabbin de Strasbourg. Je pense que c'est un signal particulièrement fort. La région vit un moment très, très difficile, très compliqué. Et donc le fait que le ministre ait malgré tout choisi de se déplacer à Herlisheim, alors qu'il doit être par ailleurs très sollicité, je pense que c'est un message particulièrement fort vis-à-vis de la communauté. Compte tenu de ce qui s'est passé à Sarre-Union il y a 3 ans, et une affaire qui n'est malheureusement toujours pas réglée, compte tenu de cette résurgence de l'antisémitisme qui vient surgir un petit peu de toutes parts, on souhaite des actes particulièrement forts. On est bien sûr très touché par cette visite, on est très touché par toutes les condamnations et par tous les discours qui peuvent être prononcés. Mais je pense qu'il est temps maintenant de s'attaquer au problème à la source. Et à la veille du week-end, la mobilisation des Gilets jaunes sera-t-elle importante demain ? Voilà un mois qu'ils occupent les ronds-points. Et malgré l'appel du gouvernement à ne pas descendre dans la rue dans ce contexte post-attentat, nombreux veulent défendre leur droit à manifester et continuer le combat. Marine Zis était au rond-point du Nouveau Monde à Soultz où les manifestants organiseront un repas solidaire ce week-end. Demain, donc, on aura des Gilets jaunes du rond-point Soultz-Bolvillers qui vont aller à Paris pour une partie. Pour la partie restante, on organise un repas où il y aura plus de 70 personnes qui sera conviées à ce repas. Nous, on va continuer la lutte. S'il faut rester encore 6 mois, on restera encore 6 mois, malgré l'avis de l'État. Et on finit tout de suite avec l'image du jour d'Oliviane. Un bel hommage pour certains, une séquence choquante et irrespectueuse pour d'autres. L'hommage à Strasbourg de l'équipe de Quotidien sur TMC a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Je vous laisse juger. L'alcool est interdit à la télévision, mais le CSA nous excusera, comme le dit l'hymne alsacien, le Rot und Wiss, un amour inébranlable, quelles que soient les joies ou les peines. Pour les attentats de Paris, il était important de retourner sur les terrasses. Pour Strasbourg, il est important de continuer à boire la boisson locale naturelle, la bière. De la part de toute l'équipe, bon courage à vous et santé, comme ils disent là-bas, Ziegelt. Ziegelt. Voilà, pour Barthez, on va lui dire c'est Skelt. Et en tout cas, c'est un Skelt. Et en fait, c'est un bel hommage à la vie. Merci à votre équipe. Merci beaucoup, Anna, pour ce JT. On passe au plateau du jour. On va parler de fiche S dans un instant avec le sénateur André Reichard. Venez nous rejoindre. Célia, bien évidemment, avec nous. Et il y aura 2 champions. Marina Sakharov en route pour un championnat d'Europe de boxe. Et ce grand jeune homme qui a à peine 16 ans affole absolument les chronos du kart mondial. Il est alsacien, vice-champion du monde. On en parle dans un instant. Posez-vous tranquillement, on regarde la météo et on parle avec vous de l'actualité de ces fiches S. C'est parti. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Cette matinée de samedi, dans l'ensemble, sera très agréable puisque le soleil nous fera l'honneur de sa présence dans le Haut-Rhin ainsi qu'aux frontières rhénanes. Quant au Bas-Rhin, quelques passages nuageux, mais rien de méchant. Attention les valeurs dans la matinée. Moins 5 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin, moins 5 degrés également à Bâle ou à Kiel, moins 4 ce sera à Wissembourg, Strasbourg ou Mannheim et moins 3 degrés cette fois-ci à Saverne ou encore à Fribourg. On passe à votre après-midi. Le soleil cette fois-ci sera présent dans le Bas-Rhin. Alors il y aura quelques petits passages nuageux près de Saverne, mais rien de méchant. Idem pour l'ensemble du Haut-Rhin. On passe à la frontière allemande. Aussi des passages nuageux près de Fribourg. Du soleil cette fois-ci du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg. Et un ciel très couvert en Suisse. Les valeurs, ça grimpera pas beaucoup, 1 degré ce sera dans le nord du Bas-Rhin, 2 degrés de Strasbourg dans le Sundgau si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg à Mannheim ou à Fribourg et 3 degrés cette fois-ci à Pratteln. Votre journée de dimanche sous la pluie. Attention, les valeurs par contre, elles vont remonter un petit peu puisqu'il fera 7 degrés, notamment dans le Haut-Rhin. En ce samedi, nous célébrons les Ninons. Le soleil se lèvera à 8h14 pour nous dire au revoir à 16h33. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et le sénateur du Bas-Rhin, André Reichart, est notre invité, ancien coprésident de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes. On va évidemment parler de radicalisation, de fiches S. Je vous ai dit il y a 19 000, 20 000 fiches S, et vous m'avez dit non, il y en a 20 459. C'est aussi précis que ça ? Oui, c'est un fichier, donc c'est un nombre. C'est quoi un fichier S ? Alors justement, il faut relativiser l'importance de ces fiches S. Le Sénat, la commission des lois du Sénat a chargé un groupe de travailler sur ça pour essayer de démystifier ce que c'est que ce fichier. Vous avez compris que 20 459, c'est pas clairement, c'est pas 20 459 terroristes en puissance, radicalisés et autres. Voilà. Donc je vais pas dévoiler les résultats de ce rapport fait par ce groupe de travail missionné par la commission des lois, puisque ce rapport sera rendu mercredi. Donc si vous voulez, je viendrai après. Puis le président de ce groupe n'aimerait pas que j'en parle avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a dans ce fichier des gens qui clairement n'ont pas de raison particulière de s'attaquer à la population du jour au lendemain. C'est des gens qui peut-être ont suscité l'intérêt, j'en dis pas plus, encore une fois, sinon je dévoile quelque chose que je ne devrais pas dévoiler, c'est ce rapport. Il y a encore clairement des gens qui, à un moment ou un autre, ont pu avoir un comportement laissant entendre qu'il fallait leur accorder une importance particulière. Alors, je vais poser la question différemment. Sur des fichiers S, c'est souvent pour cause de radicalisation. Radicalisation, ça ne veut pas dire dangerosité. Voilà, c'est des gens qui sont rentrés dans une radicalisation de l'islam. Combien vont passer à l'acte ? C'est plutôt la question qui se pose. Combien sont réellement dangereux ? Voilà, alors, 20 459 France entière. Département du Bas-Rhin, j'ai entendu dire un bastion du djihadisme, etc. Département du Bas-Rhin, il y a 2 mois, 273. Vous voyez que dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin. C'est beaucoup. Hein. Sur vous l'avez compris, 20 459, oui. C'est un département, mais bon, encore une fois, ce sont des fiches S, ce sont des personnes signalées, bien. Après, moi, il me paraît beaucoup plus important de s'attarder sur un autre chiffre, et qui concerne plutôt... l'Eurométropole, c'est 40 personnes, il y a 2 mois, qui étaient susceptibles de passer à l'acte. 40 sur 40 Strasbourg personnes, 40 sur le Grand Strasbourg, on va dire l'Eurométropole. Et ça, c'est beaucoup plus important. Voilà, ça, c'est beaucoup plus important. Vous avez compris que c'est plus facile à surveiller, quoi. 40 personnes, à partir du moment où on sait qu'ils sont susceptibles de passer à l'acte, ils font l'objet, vous vous en doutez bien, d'une attention particulière des services de renseignement. Je vais rappeler que le 3e homme du Bataclan, le 3e homme, était originaire de Strasbourg, qu'il y a eu ici, en Alsace, le procès de la filière djihadiste de Strasbourg, que plusieurs jeunes djihadistes de Strasbourg sont partis pour la Syrie et on n'avait rien vu venir. Aujourd'hui, le garçon shérif là, on n'a rien vu venir, d'accord, si ce n'est une perquisition, parce que c'était quelqu'un plutôt qui était du braquage et non pas de l'islamisation ou de la radicalisation djihadiste. Aujourd'hui, sur ces 40, est-ce qu'il faut s'inquiéter, André Reichart ? Encore une fois, il vaut mieux les connaître que ne pas les connaître. Ne vous inquiétez pas,
Je suis persuadé que ces 40 sont surveillés comme le lait qui monte, hein, c'est sûr. Bien. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut savoir que pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, il faut entre 5 et 7 personnes, donc c'est énorme. Justement, comment on fait? Alors, est-ce qu'on met vraiment 2 policiers H24 derrière ces gens? Est-ce qu'on imagine d'autres types de surveillance? C'est quoi? C'est des filatures? C'est des écoutes? Ça se passe comment? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est tout ça. Bien sûr, c'est tout ça. Alors, encore une fois... on sait, c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur Reitz disait clairement que, a priori, ce garçon n'avait pas donné clairement l'impression qu'il allait passer à l'acte du jour au lendemain. Peut-être que, d'ailleurs, c'est peut-être la perquisition dont a fait l'objet son domicile le matin même. Ce garçon a peut-être paniqué en se disant voilà, ça va être mon tour, d'autant plus qu'on a arrêté le même jour 3 de ses collègues du braquage en question. C'est peut-être à moi et c'est peut-être ça qui l'a poussé à agir. Donc il ne faisait pas partie de ces 40 personnes? Si, peut-être. Moi, je ne connais pas les noms. Peut-être qu'il faisait partie. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que, encore une fois, on s'occupe plus particulièrement, je crois, de ceux dont on pense qu'ils sont susceptibles, plus que d'autres, de passer à l'acte particulièrement. C'est le cas de ces 40. Et dans ces 40, je ne doute pas qu'il y a aussi un ordre prioritaire. Il doit y avoir, enfin je pense. Sinon, comme vous dites, 40 personnes multipliées par 5 agents ou 7 agents, ça fait du long. Et ça, c'est juste un département. Donc, et encore, c'est pas tout le département, c'est l'Eurométropole. Autre chose, 450 détenus fichés S actuellement dans les prisons. 450 détenus, ils vont sortir en 2019. Ils seront donc à peu près partout en France. Et 450 personnes, qu'est-ce qu'on fait ? Mais écoutez, c'est la question que j'ai posée à Monsieur le Premier ministre mardi aux questions d'actualité. Non, jeudi aux questions d'actualité. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Voilà. Il ne m'a pas donné de réponse, mais c'est une vraie inquiétude. Ce sont des gens 450 radicalisés. C'est pas moi qui le dis, c'est la garde des Sceaux, la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc c'est un mélange de personnes qui sont revenus ce qu'on appelle pudiquement des théâtres d'opération, voilà, et qui ont purgé leur peine. Au départ, lorsqu'ils revenaient, ils n'étaient pas condamnés lourdement. Maintenant, ils sont condamnés beaucoup plus lourdement depuis 1 ou 2 ans. Mais avant, c'était beaucoup moins. Donc déjà, ils vont pouvoir sortir. Les premiers sortent. Bien. Après, il y en a d'autres qui se sont radicalisés en prison, qui n'ont jamais été sur les théâtres d'opération. Ce sont des délinquants de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Comme le shérif en question. C'est d'ailleurs, voilà, lui s'est radicalisé en prison, clairement. Voilà. Et donc, tous ces gens-là, vous voyez que c'est une vraie préoccupation. Alors, il faut mettre en œuvre, naturellement, grâce aux services de renseignement pénitentiaire. Vous savez que, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais il y a peu de temps, il y a encore 2 ans, le service de renseignement pénitentiaire était quasi inexistant. Donc maintenant, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Franchement, beaucoup de progrès dans les services de renseignement. Vous en êtes une des chevilles ouvrières. Je m'en félicite. Ah non, moi, je ne fais pas grand-chose. Moi, j'ai juste demandé que. Qu'est-ce qui doit nous alerter sur la radicalisation? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? Si on voit des propos particuliers sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce que ça peut nous alerter? Nous avions demandé dans le rapport de la commission d'enquête qui avait remis son rapport maintenant il y a 3 ans, nous avions déjà demandé à l'époque, la situation n'était pas celle-ci. Le nombre de signalements à l'époque, lorsque nous avons fait notre rapport, était inférieur à 1500. Ils sont maintenant 20 400. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 3 ans et demi. Bien. Donc nous avions déjà demandé, entre autres préconisations dans ce rapport, qu'il y ait une formation donnée au plus grand, entre guillemets, nombre d'intermédiaires. Donc voilà, les enseignants, les animateurs socioculturels et autres, pour qu'on puisse, à partir de signes faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, détecter une montée de la radicalisation. Bon, ça a été fait, mais petitement, c'est-à-dire, voilà, clairement, demander à des gens de suivre des formations à cela. Est-ce que vous auriez envie, vous, de suivre une formation à ça? Voilà, donc c'est pas simple, je ne suis pas en train de dire que c'est simple, mais c'est indispensable de pouvoir intervenir très en amont. Moi, je pense que vraiment, l'une des solutions au terrorisme, c'est très en amont, c'est par la prévention, voilà, clairement. Oui, mais maintenant, il y a les 450 qui sortent. Ceux qui sortent aussi, vous inquiétez pas, ceux-là aussi vont être, c'est ce qu'on nous dit, il y a une cellule qui s'est mise en place au niveau national pour gérer plus particulièrement ce public. Et savoir déjà quand ils vont sortir et faire en sorte que le lien soit fait entre l'établissement pénitentiaire et ceux qui vont les gérer après. Il y a peu de temps, le lien n'était pas fait correctement. Donc, voilà, c'est aujourd'hui au gouvernement de proposer des solutions, c'est ce qu'on peut dire. Mais il y en a déjà quelques-unes qui sont... Franchement, moi je ne suis pas macroniste, je suis clair, bien. Mais voilà, on a appris à la suite des attentats, je voudrais me rappeler tout ce qu'a fait le ministre Cazeneuve, qui, il n'est pas de mon bord, était un bon ministre de l'Intérieur,
il avait commencé déjà à mettre en place un certain nombre de choses, le ministère de la Justice aussi, dans l'administration pénitentiaire. Il y a des choses qui sont faites, Mais quand même, oui, 450 personnes qui vont sortir en 2019, et je vous dis pas ceux qui vont sortir en 2020, il y en a plein. C'est que le début. Voilà, c'est le début. On aura le temps. Ça fait quand même... Allez, ça pose problème. On en reparlera. Merci, vous restez avec nous. Vous avez 2 Alsaciens. Il n'y a que des Alsaciens sur ce plateau d'ailleurs. Hein. À vos côtés, c'est Emilien. Ça va, Emilien? Ça va, et vous? Le petit... Bah, moi, je suis en grande forme. C'est à vous qu'il faut le demander. Hein. Ce garçon, il a 16 ans. Il est pilote de kart à seulement 16 ans. Il affole, regardez, il est tout jeune, il affole les chronos des circuits à travers le monde. Première saison internationale, regardez le palmarès. Vous étiez même l'invité de la Fédération internationale automobile au Trophée du sport auto. Vous êtes la révélation 2018. Hein. Oui, de la FIA. Donc, Fédération internationale automobile. Exactement. Avec Jean Todt. Oui. Excusez du peu. La révélation. Oui. Vous habitez où? À Schirain. C'est en Alsace, ça? Oui. Vous êtes bien de chez nous. Je le taquine, évidemment. Il a été honoré par le ministère des Sports cette semaine. Sur un karting, vous voulez voir ce que ça donne? Regardez ces images, on va les commenter ensemble. C'est la finale du championnat d'Europe FIA, du Grand Prix d'Italie. C'est qui celui qu'on voit là? C'est moi. C'est vous? Ah bon? Comment ça se passe? Comment elle s'est passée cette course? C'est le dernier tour du championnat d'Europe de la finale, où j'ai dominé tout le week-end. Je suis resté toujours sur la première position. Et week-end majestueux qui reflète cette saison pour moi. Et voilà, donc j'étais super content après ce week-end. C'est tout ce qui a développé après les récompenses, etc., les invitations. Et voilà, je suis super content. Parce que vous aviez la pole en plus? Ouais, j'ai fait la pole en qualif, la pole après les manches, et du coup je gagne la finale. Je suis pas premier, je gagne la finale, je m'échappe et j'étais super content. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres gars? Parce que les 100 qui sont derrière, c'est du pro de chez pro quand même, hein. Ils vont vite. Hein. Ouais, il y a les 90 meilleurs pilotes du monde. Voilà. Et faut pas faire d'erreur, tout simplement. Pendant tout le week-end, pendant 5 jours, faut pas faire d'erreur, il faut rester le plus rapide, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est compliqué à faire ça tout le temps. C'est pour ça que tu gagnes pas toujours. Ça fait combien de temps que tu as commencé le kart? Ça fait 2 ans que je roule en kart. Voilà, c'est la 2e année. Oui. Voilà. Et comment tu es venu au karting alors? Alors mon père avait une piste de kart près de Karlsruhe. Et d'abord je faisais du basket, alors dans l'été je faisais pas grand chose. Et alors ma mère m'a obligé à aller aider mon père à travailler à la piste parce qu'il y avait du monde en été, forcément super beau temps. Et alors je devais l'aider et j'avais pas du tout envie. Mais... T'avais pas envie de mettre tes fesses dans un baquet? Non. Jamais. C'est étonnant ça. Ouais, c'est... Ton père m'a dit ouais, tu faisais de la Game Boy, la PlayStation, tu t'éclatais. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour t'as mis tes fesses dans un baquet? Au fur et à mesure, j'ai fait des connaissances à la piste avec des Allemands de ma génération, et après au fur et à mesure, ils m'ont demandé si je voulais rouler avec eux. Alors vu que c'était devenu mes amis, j'ai dit ok, et après... Et là t'étais meilleur qu'eux? Ouais. Ouais, c'est ça le problème des champions, ils sont un peu meilleurs. Hein. Première saison internationale sur des cartes, vous allez voir qu'ils sont surpuissants. On vous montre juste ces images d'un départ éclair de ces kartings. Ça pèse 90 kg, ça fait 104 chevaux, c'est ça? Oui, 104 chevaux, 4 temps, donc c'est des 2 temps et ça fait à peu près 50 chevaux en 2 temps. Il y a des vitesses? Ouais, 6 vitesses. Et accélération de 0 à 100 en 2 secondes 4. Exact. Plus rapide qu'une Formule 1. Voilà, mais ça veut dire aujourd'hui que les portes de la F1 vont s'ouvrir pour toi. C'est quoi la suite, Emilien? Les portes sont ouvertes donc pour aller en Formule 4 et en Formule 3, mais il faut beaucoup de partenaires pour y arriver parce que ça coûte super cher. Mais les portes sont ouvertes en tout cas, donc voilà. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. En discutant avec ton père, qui s'occupe vraiment bien de toi, il faut trouver 3,5 millions pour les 4 ans à venir. Ouais, exactement. Donc pour le chemin pour aller en Formule 1, c'est ce budget. C'est le prix, ça s'appelle payer son volant en fait. Hein. Exact. Donc il faut que même s'il y en a qui ont moins de talent, mais qui ont l'argent, ils peuvent y arriver, même s'ils n'ont pas du talent, parce qu'ils peuvent rouler. Et ceux qui payent, ils peuvent rouler. Voilà, Lisa, tu nous fais juste un petit plan large pour les 2 coupes. La première coupe avec le globe, mets la main dessus sur le globe, Emilien. Ça, c'est quoi celle-là là? Ça, c'est celle du vice-champion du monde, en WSK. Ouais, et celle qui est à côté? Et celle-là, c'est champion du DKM, donc du championnat d'Allemagne. Voilà, et moi,
Moi j'ai ça, voilà. Il est beau quand même, hein. Voilà, ça c'est un casque de champion. Vous voulez l'aider, www.denner.racing.com. Vraiment faites-le, vous êtes un industriel alsacien, vous avez un peu de sous et envie de porter un talent comme Schumacher un jour l'a été. C'est le même championnat que Schum en Allemagne, hein, que ce garçon fait, et il est vice-champion du monde. Vous restez avec nous, Emilien ? Oui. Félicitations. On marque une petite page de pub et c'est le beau visage de Marina qu'on va retrouver. Mais attention, quand elle met un protège-dents, c'est pas exactement la même chose. C'est ce qu'on peut dire de Marina. Célia sera avec nous, c'est juste après ça. Et sport toujours avec des champions d'exception sur ce plateau. Marina Sakharov, comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous étiez là il y a 15 jours. Oui. Voilà, avec Sabrina Keller pour Femmes de foot. C'est là où on vous a découverte. Et vous aviez un combat à mener qui était un combat extrêmement rude. Et ce combat pouvait vous ouvrir les portes d'un championnat d'Europe. On peut le dire comme ça ? Enfin, je ne le savais pas. Moi, j'ai fait ce combat et quand je suis rentrée, je me suis dit en fin de semaine de repos. Et le lendemain, tout de suite, on m'a appelé, on m'a demandé si je voulais boxer pour un championnat d'Europe. Donc, pas de repos, je suis tout de suite allée courir. Eh bien, si vous voulez voir Marina sur un ring, ça donne ça. Alors, Marina, on va commenter un petit peu là. Ici, il y a ouf. Alors, vous êtes évidemment en blanc. Combat rude ? Combat qui a duré un peu parce qu'au début, certains combats, on peut tout de suite commencer fort et puis là, oui, ça a duré un peu et à un moment donné, je me suis dit bon, maintenant, faut que ça s'arrête. Faut que ça termine. Ouais, voilà. Et, comment était l'adversaire ? Vous lui courez après du début à la fin, vous ne faites qu'avancer sur elle. Mais parce qu'au tout début, elle m'a un peu sauté dessus, j'ai reculé et j'ai vu que si je reculais, ça a fonctionné pour elle. Donc après, je ne l'ai plus laissé m'avancer dessus une seule seconde. Elle était assez imprévisible, parce que quelquefois, il y en a qui donnent des coups un peu n'importe comment, mais c'est dangereux justement parce que quand c'est pas propre, on risque d'en prendre n'importe où. Voilà. Et là, c'est le drame. Voilà, regardez les images, la fille va quand même se relever. Et regardez, parce qu'on arrive là au chaos, tout simplement. Alors, elle se défend, elle a des... Elle était solide, hein, quand même, parce que, je sais pas, 2-3 fois, sa tête est partie, fait demi-tour. Et elle revenait tout le temps, donc c'était... Ouais, c'était voilà, pas facile. Là, on est à mi-parcours de ce chaos. Et le chaos va complètement la sonner. Et voilà, c'est maintenant. Ah, je les ai vues, les images, moi, aujourd'hui. Hein. Sa tête a fait un demi-tour. Sa tête a fait demi-tour, c'est ce que vous dites ? On monte avec... Voilà, boum, terminé. Elle est KO. Elle est KO debout, c'est ce qu'on appelle KO debout ? Ouais, mais de toute façon, là, déjà dans les yeux, quand on voit que ça commence à être vide et tout, moi j'en profite du coup, mais les arbitres, ils préfèrent quand même protéger parce qu'après, encore un coup, et d'ailleurs, même moi, je me suis arrêtée quand sa tête est partie parce qu'après, c'est pour la santé et tout. Voilà, et on le revoit, attention, pouf, ça va fort. De toute façon, on n'a pas le droit de taper par derrière comme ça. Donc. Alors maintenant, vous m'avez envoyé un petit message. Vous m'avez dit, j'ai moins de 10 jours pour me préparer, pour me préparer à 10 rounds contre la meilleure fille. Et vous avez rajouté, j'ai accepté. C'est totalement fou, mais bon. Oui, parce que j'avoue qu'après le combat là, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une petite semaine de repos. Et en plus, 10 rounds, là, nous, c'est 4-6 rounds pour l'instant. Donc 10 rounds, c'était quand même à réfléchir. Et j'ai fait 1 ou 2 petits tests à la salle et je suis prête. Et qu'est-ce que vous savez alors de votre adversaire ? Eh bien, pas grand-chose en fait, parce que ça m'intéresse pas de regarder contre qui je boxe. Vous regardez pas, vous non, franchement, à la dernière, je préfère encore découvrir la dernière seconde parce que là, j'ai regardé 15 secondes, franchement, comment elle boxait, et 15 secondes. Parce que moi, je m'adapte à toutes les boxes, je vais pas travailler en 10 jours sur la manière dont elle boxe. De toute manière, selon contre qui elle va boxer dans la vidéo, c'est complètement différent. Si elle boxe contre une fille forte, elle paraît nulle. Si elle boxe contre une fille nulle, elle paraît extrêmement forte. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je suis prête. J'espère pour elle qu'elle est prête aussi. Mais ça m'intéresse pas de savoir comment elle boxe. Parce qu'en fait, il faut savoir, vous avez boxé le 8 décembre et le combat, c'est pas ce samedi, c'est samedi prochain, c'est le 22, d'accord ? En gros, il y a 15 jours entre... Alors, vous avez pris des coups quand même. Hein. Oui. Là ? Ça se voit quand même, oui. Quand par exemple on prend un KO ou quoi, on n'a pas le droit de faire un combat tout de suite. Ouais. Là, ça va, elle m'a pas trop.
Vous n'avez pas trop été touché, c'est ce que vous dites. J'ai eu des énormes courbatures, tout ce que vous voulez, effectivement. J'ai quand même au niveau du corps, etc. On est quand même un peu... voilà, le lendemain, c'est un petit peu difficile, les jours qui suivent. Donc, il faut un petit peu se remettre. Mais moi, j'avais pas le temps de me remettre. Je suis tout de suite allée m'entraîner. Et voilà. De toute façon, c'est une chance en or. J'ai pas le temps maintenant de me reposer. Donc, chaque jour, chaque heure est utilisée pour... Voilà, pro, à bon escient. Plutôt vous êtes arrivé sur le tard, hein, vous avez fait beaucoup de piano, parents musiciens, Ouais. beaucoup d'équitation à un haut niveau, et un jour vous vous êtes dit, moi, là où je prends, là où c'est le vrai kiff, c'est sur un ring. Bah oui, et puis maintenant en plus j'arrive là où je voulais arriver. Bah là déjà championnat d'Europe, je me réjouis, je me réjouis d'avoir cette ceinture. Eh bien, regardez la ceinture, on l'a justement, c'est la ceinture que vous pourrez décrocher, la ceinture EBU, European Boxing Union, qui est la fédération de boxe anglaise professionnelle européenne. C'est ça que vous allez ramener de Lyon le 22 ? Pour Noël, parce que j'ai pas trop eu le temps de faire d'achat de Noël, du coup je pense que maman aura ça sous le sapin. Du coup j'ai pas le choix, voilà. Je la ramène. Sinon, ne changez rien, Marina. Ne changez surtout rien. Vous restez avec nous, on va terminer avec les programmes à voir, à faire avec Célia. Bonsoir. Alors, avoir à faire pour nos invités rapidement, avoir, c'est tout ce qu'on a à ne pas rater sur la chaîne Alsace 20, donc les programmes à ne pas rater ce week-end et la semaine prochaine, et à faire, c'est les bons plans sortis dans la région. On commence d'abord à voir le canap. Et on commence toujours, par le canap. Alors, c'est surtout le grand événement Alsace 20 de cette fin d'année. On l'attendait depuis des semaines et ça y est, c'est enfin arrivé. La grande finale de Chef à bord, saison 8. La grande finale de notre concours culinaire. Bouchez vos oreilles. Alors si vous comptez regarder les épisodes en replay, car je vais annoncer les deux finalistes. Nicolas s'opposera à Floriane dans un duel de 4 heures à bord des bateaux Croisier Europe. Ils vont devoir créer un menu complet cette fois-ci, avec donc plein de surprises qui vous attendent, des invités toujours plus nombreux et toujours plus critiques. Super casting. Surtout, et bien sûr des retournements de situation, sinon c'est pas une vraie finale. Je vous en dis pas plus pour pas gâcher le suspense, c'est donc samedi à 18h et 22h sur Alsace 20, on regarde à quoi ça ressemble. Vous allez devoir convaincre 40 invités, triés sur le volet. Vous n'allez pas cuisiner tout seul. Grand vainqueur de cette saison 8, Chef à bord, et Et c'est à voir samedi, tout simplement, dès demain. Allez, autre chose à ne pas manquer. Oui, sinon pour fêter la journée mondiale de la montagne qui avait le mardi, Lionel, je suis sûre que vous le saviez, nous vous proposons un petit festival de cinéma de montagne avec un joli documentaire fait par un passionné de l'escalade et qui raconte cette passion dévorante qu'est la grimpe. Entre nature et roche, ces individus, souvent calmes et sensibles, vous feront partager un peu de leur amour pour cette pratique. Entre sport et évasion spirituelle, ça s'appelle Un jour j'arrêterai et ça sera à découvrir samedi à 15h et 23h, également dimanche à 21h. On regarde un petit extrait. Dans le nord de l'Alsace, au-dessus de Dambach, se trouve la falaise du Point de Vue. Yann et Didier y équipent encore des voies pour l'escalade locale. Aujourd'hui, ils décident de mettre en place une nouvelle ligne. Voilà, ça tombe bien, Marina était en train de dire qu'elle allait partir courir là, il est 8h-20 dans une petite minute. Et on va sortir avec Marina. Oui, on sort un petit peu. Alors, je voulais vous parler d'une sortie que moi j'adore personnellement. Si vous aimez le théâtre et vous aimez le stand-up, vous ne pouvez pas ne pas aimer le théâtre d'impro. Alors vous pouvez, si vous aimez bien sûr tout ça, découvrir la Lolita. Je pense que les Strasbourgeois connaissent la Ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale amateur. Ça se passe à Strasbourg, c'est la plus vieille ligue d'impro alsacienne et elle propose plusieurs fois par mois des matchs de théâtre d'improvisation. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, au cours de chaque match, il y a deux équipes qui s'affrontent. Là, à l'antenne, vous voyez la carpe haute.
Donc c'est de ces 2 équipes de 5 ou 6 comédiens. Chacune est encadrée par un coach qui les motive, qui leur apporte de la créativité. Et chaque improvisation est unique et aborde un thème inattendu et inconnu des comédiens. Alors chaque thème est donné par des maîtres du jeu. Ils ont entre 20 secondes et 8 minutes pour faire leur impro d'une manière libre. Alors ça peut être chanté, mimé, rimé à la manière d'eux. Et les comédiens n'ont alors que 20 secondes pour préparer leur impro. C'est super dur à faire, mais ça donne des images magnifiques et fou rire garanti. Ce sera ce samedi 15 décembre, l'équipe Le Prestige affrontera l'équipe Star System. C'est sous forme de battle et à la fin, c'est le public qui vote, qui lève un petit panneau. Et donc, c'est à découvrir au CSC Fossé des 13 à Strasbourg, samedi 20h30. Dépêchez-vous si vous voulez des places de vous rendre sur le site internet parce que ça part vite. Merci beaucoup Célia, bon week-end à vous, on va libérer nos invités. Emilien, prochaine, pour vous aider d'abord, on va m'enterrer la bonne adresse pour vous aider avec des fonds, parce que le nerf de la guerre c'est de l'argent pour faire du karting. Prochaine course, c'est quand pour vous? C'est en janvier, donc mi-janvier à Adria, avec une WSK Champions Cup. Et après, ça part sur la Winter Cup, la course la plus dure de l'année, normalement, en février à Lonato. Bon, ben on en reparle. Hein? La course, la Winter Cup, Où ça? Lonato. Où c'est ça? Près du lac de Garde. Voilà, ça le fait rêver André Richard. Si vous voulez y aller, oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup André d'être venu nous éclairer sur ces fichiers S. Marina, bon combat. Le 22 décembre, ça sera un samedi, ça sera à Lyon et on en reparlera. Là, on repart de suite, nous, dans l'actualité. Une semaine dans le Grand Est. Des parkings presque vides, des allées désertes, sur la ZAC de Nîmes à 15 jours des fêtes, l'activité tourne au ralenti. Centres commerciaux, petites et moyennes entreprises ou commerces de centre-ville, aucune entreprise n'est épargnée par les blocages des gilets jaunes. Tout affiche une fréquentation et un chiffre d'affaires en baisse. Alors pour épauler ces entreprises en difficulté et éviter les licenciements, hier le préfet de la Moselle a annoncé toute une série de mesures. Tout d'abord, un étalement des échéances fiscales et sociales, la possibilité d'obtenir des liquidités supplémentaires grâce à l'augmentation de la garantie de la BPI, la Banque publique d'investissement, et enfin le recours au dispositif de chômage partiel. C'est un dossier dématérialisé qui est très simple à remplir et qui peut permettre à une entreprise de se voir rembourser une partie de sa masse salariale, ce qui est évidemment intéressant à un moment où, en face de la rémunération des salaires à assurer à la fin de chaque mois, il n'y a pas forcément eu l'activité permettant de financer à 100% ces salaires. En Moselle, une vingtaine d'entreprises a déjà sollicité ce dispositif. Près de 2000 salariés seraient ainsi concernés. Pour accompagner ces commerces, une cellule de suivi a été mise en place en préfecture avec une boîte à idées afin que les entreprises puissent alerter quant à d'autres difficultés qu'elles pourraient rencontrer en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Contre les gels de printemps, Vincent Flippo propose depuis mai sa solution Altogel, un fil chauffant installé une fois pour toutes dans les rangs. Le principe du fil chauffant, c'est rayonner sur 10 cm autour de la baguette. Le fil chauffant transmet la chaleur au bois de la vigne et la vigne après réchauffe sa sève et circule naturellement dans le plant. Le système de fil chauffant est adapté uniquement pour la taille cordon, la taille guyot simple, mais pas pour la taille chablis. Les 15 watts permettent d'éviter les brûlures des bois et des bourgeons. Selon Vincent, ce système Altogel est efficace jusqu'à moins 6 degrés. Grâce à ces connecteurs, il résout les problèmes des premières générations de fils chauffants. Quand on enclenche le système, on démarre le groupe électrogène. Au bout de 10 minutes, le fil est à température. Donc si on met un thermomètre sur le fil, on peut s'apercevoir que le fil monte jusqu'à 16 degrés. Vu les essais qu'on a déjà faits, on a fait des rendements qui étaient aux alentours de 15 000 kg. Alors que sur des parcelles pas protégées qui m'appartiennent, qui sont situées à 100 mètres, on a fait 3000 kg. Il faut éviter tout ce qui est dégradation et vol. Donc pour cela, on a créé un système d'araignée en voudrant qui s'installe juste au moment du gel, qui est relié à une armoire électrique. Cette source électrique peut être produite soit par un groupe électrogène, soit par le réseau EDF. Ce système-là existait il y a une vingtaine d'années, mais il a été développé par un électricien et non un viticulteur. Donc toute la problématique vol, longueur des rangs n'avait pas été prise en compte.
Une dizaine de connaissances de Vincent utilisent ce système. Il est désormais prêt à commercialiser sa solution avec un slogan, une idée conçue par un viticulteur pour des viticulteurs. Vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est un fil qui a été spécialement conçu en fonction du cahier des charges que j'ai donné aux fournisseurs. C'est un fil spécifique pour la vigne que vous ne trouvez pas ailleurs. Parce qu'un viticulteur n'est pas censé être électricien. Donc moi, j'ai vraiment cherché le système le plus simple possible. Chaque rang est relié avec une couleur et c'est facile à suivre. Vincent a embauché une personne pour la fabrication. Il est approché par un groupe afin de distribuer sa solution Altogel. Chaque pièce est passée au peigne fin, auscultée et décortiquée. C'est dans cette salle que le jury va décider du destin des 32 candidats qui se sont présentés au concours d'un des meilleurs ouvriers de France. S'ils étaient près de 3000 lors des épreuves qualificatives, ils ne sont désormais plus qu'une poignée dans la dernière ligne droite. En jeu, l'obtention d'un diplôme d'État, gage d'une profonde expertise et synonyme d'excellence. Ça ouvre aussi des portes aux candidats qui ont réussi. Ça permet également à ces gens-là de reprendre un secteur en main et d'assurer la continuité et de pouvoir former des jeunes et de pouvoir transmettre leur savoir-faire. C'est la transmission du savoir-faire qui est extrêmement important pour la suite. Les candidats avaient le choix de travailler sur divers sujets différents en façonnant le verre à chaud ou à froid. Et pour arriver à un tel résultat, comme pour ce masque funéraire égyptien, 200 à 300 heures ont été nécessaires. Et comme le très haut niveau est prôné, le moindre défaut peut être rédhibitoire. Bon, on peut avoir un petit détail qui cloche. Par contre, l'aspect général, il faut que ça soit quelque chose de propre, de vendable et de commercialisable. On ne peut pas accepter un défaut dans un concours de meilleur ouvrier de France. Il y a des pièces, c'est dommage, pour des petits défauts, ils ne vont pas avoir le concours, ils ne vont pas recevoir leur médaille. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si 4 à 5 pièces se sont d'ores et déjà démarquées, il faudra attendre mars ou avril 2019 pour connaître les heureux lauréats. Le COET, Comité d'organisation des expositions du travail et l'éducation nationale, suivront alors ou non les recommandations du jury. La file d'attente était pour le moins conséquente ce mardi soir à la librairie Le Quai des Mots à Épinal, où le photographe vosgien Vincent Munier dédicaçait ses 2 derniers ouvrages, résultat de 6 voyages réalisés sur les hauts plateaux tibétains entre 2011 et cette année. Le premier, Tibet, minéral, animal, accompagné de textes poétiques de l'écrivain parisien Sylvain Tesson, rassemble quelques 200 de ses plus beaux clichés à la recherche, entre autres, de la fameuse Panthère des Neiges, pour laquelle Vincent Munier a parfois dû s'arracher, au sens figuré bien sûr, les yeux. Parce que bien sûr, elle nous voit tout le temps, sans cesse, on est chez elle. Et puis nous, non, il faut s'arracher les yeux et passer des heures, des jours, parfois 8 jours, 10 jours, 15 jours sans rien voir. L'autre est sans doute plus intime, promesse de l'invisible, compulse les carnets de voyage du photographe. Ça me permet de montrer un peu... Les gens aiment bien, je crois. Je l'avais fait dans Arctic un petit peu, et de montrer les coulisses et d'expliquer un petit peu comment sont faites les images. On est dans un monde où là, on n'est pas gavé, on est abreuvé de belles images, ce qui est très bien, on a besoin de beauté. Et puis là, j'avais envie de montrer comment je les faisais un petit peu, quoi. Des clichés qui recensent ce que la nature a encore de plus beau à nous offrir, encore, sans vouloir être pessimiste. On est en train là de clôturer tout le plateau du Tibet, de plus en plus il n'y a plus de migration des grands herbivores. Alors en Afrique c'est pareil, heureusement qu'il y a encore quelques petites réserves, hein, sinon bien évidemment qu'on serait tous là. Donc là, cette pression démographique partout qui grignote sur les espaces sauvages. Et là je parle que de la terre, hein. Isabelle Autissier qui travaille avec WWF, elle connaît bien la mer, mais là c'est encore plus terrible avec ces microplastiques partout, c'est ce monde de surconsommation. Donc là il y a des gros défis, des grosses étapes, on en parle sans arrêt. Dans les actes il n'y a pas grand chose au niveau politique, au niveau citoyen il faut espérer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Moi à mon niveau je fais le tri, je fais des choses comme ça, c'est tout à fait basique et ridicule peut-être, mais enfin on commence comme ça. On est mal parti, c'est sûr, mais ça donne envie de voir quelqu'un qui fait ressortir la beauté et pas seulement la mocheté. Ça donne de l'espoir. Ouais, il faut y aller, il faut continuer. Il faut garder un peu d'optimisme, mais il y a de quoi avoir peur en effet. Mais on n'a pas le choix que de se battre.
de faire le maximum et de montrer des belles images, oui, et puis de s'engager dans la protection de la nature, c'est indispensable. Taxer les plus gros pollueurs et faire de la lutte contre le changement climatique un véritable engagement politique, c'est le vœu pieux du photographe qui souhaiterait voir refleurir les coquelicots et sera l'invité de l'émission Délivrez-vous, enregistrée ici même au Quai des Mots et diffusée mardi prochain, 20h, sur Via Vosges.